Moi, je peux je veux dire, un marteau, ça tue, hein, une voiture, ça tue. Attendez, mettons l'église au milieu du village, si je puis dire. Être responsable, ça veut dire aussi, dans les 7 éléments, c'est une page dans mon livre où je parle d'armes à feu sur 422. Ouais. Donc, faut pas. Et eux, donc la caricature classique, c'est de dire oui, c'est les fous furieux des armes, c'est les. Attends, une page, et puis, attends, les policiers, ils ont des armes, et puis les criminels, ils ont des armes. Donc, attendez, j'ai 40 pages sur la permaculture, j'ai une page sur les armes à feu. Je parle beaucoup plus d'autodéfense mentale. Je veux dire quoi, c'est un droit, se défendre, son intégrité personnelle et sa vie, c'est non seulement un droit, mais c'est un devoir. C'est une priorité. C'est vrai qu'on ne pourra pas être généreux si on n'a pas d'abord, c'est vraiment important ça, on ne pourra pas être généreux si on n'a pas d'abord organisé notre survie. Tu peux pas, c'est Régis Debray qui explique qu'on ne peut pas être accueillant, on ne peut pas ouvrir les portes si on n'a pas de mur. Il faut d'abord organiser notre survie, et c'est notre responsabilité individuelle à chacun, dans l'esprit bien sûr de s'entraider, ça va en même temps, mais dans les priorités, on ne peut pas renvoyer au calendrier grec notre survie. C'est tout à fait cohérent, quoi. C'est clair. Même la démocratie, moi je suis convaincu qu'un des éléments, alors j'ai pas les sources de la genèse du système démographique grec, mais probablement, c'est une conviction, un instinct qui me fait dire ça, c'est que le système militaire grec, c'est la phalange. C'est les gens qui sont carapassonnés avec un bouclier qui protège la moitié du corps et une grande lance. Et que tous les uns à côté des autres se protègent à moitié les uns les autres. Donc en fait c'est une unité, contrairement aux armées de l'époque qui étaient en ordre relativement dispersé, où chacun était en gros un individu dans un nombre. Là, la phalange grecque, elle fonctionnait en tant que système en soi, qui fonctionnait par la solidarité et le soutien mutuel de chacun de ses membres. Et que donc toi, tu étais forcément dépendant de ton voisin pour fonctionner comme ensemble correctement. Et c'était une puissance redoutable, puisque la phalange macédonienne, par la suite, la phalange grecque, elle a dominé le champ de bataille pendant 3 siècles. Et même la légion romaine, c'est une évolution de la phalange, mais ça reste des individus qui se protègent les uns les autres, et d'une manière extrêmement... il y a des batailles romaines en tout cas, où il y a des peuples qui vont à l'assaut de la légion, et tu as quelque chose comme 10 000 morts chez les assaillants et 0 morts chez les légionnaires romains, parce que leur système est extrêmement solidaire, extrêmement redoutable, il fonctionne très très bien comme mécanique. Sauf que ça ne fonctionne que si tu acceptes d'être protégé par ton voisin et que ton voisin accepte d'être protégé par toi et que tu acceptes de donner une partie de ta protection à un autre et de dépendre d'un autre, et que d'autres dépendent de toi. Et donc à ce moment-là, dans ce système de défense du bien commun, la mécanique t'oblige à considérer le riche, le faible, le pauvre, quand vous êtes sur le champ de bataille, vous êtes tous égaux, vraiment. Et c'est là où tu peux transcender l'aspect... je crois que les Grecs ont dû comprendre que dans cette manière de combattre, qui est probablement technique, parce qu'ils ont découvert que ça fonctionnait bien, que probablement cette manière de combattre te forçait en tant qu'individu de transcender les différences qui sont physiques. Ça leur a rendu sensible ou nécessaire l'égalité politique. Et l'égalité politique, à ce moment-là, devient juste et équitable et acceptable, parce que ça aussi c'est un point important. Et je pense que ce côté de la phalange est vachement important. Donc, c'est pour ça que le citoyen soldat suisse, ou même israélien à la limite, c'est un élément très important dans le fait de maintenir une démocratie vivante, aussi imparfaite soit-elle. Moi j'ai beaucoup de critiques sur le fonctionnement de la Suisse, malheureusement. C'est un pays que j'aime de tout mon cœur, mais il a des dysfonctionnements qui deviennent de plus en plus criants, parce que là aussi il y a des lobbies, etc. Donc autre sujet. Mais c'est vrai que l'aspect démocratie lié aux citoyens soldats, mais surtout, ce que ça veut vraiment dire, c'est responsable charnellement de la cité. Et puis que ton voisin gagne plus ou moins d'argent que toi, devant l'ennemi, peu importe. Est-ce qu'il fait son boulot? Oui, alors c'est ton frère. C'est un citoyen, vraiment. Et qu'il soit demeuré ou super intelligent, il participe quand même avec toi dans la bataille. Donc il y a un côté où tu acceptes, et ce rite de passage, somme toute difficile, puisque tu peux y perdre ta vie, à mon avis, il est très fondateur, et c'est un élément important de la définition du citoyen. Alors, évidemment, c'est l'époque. Aujourd'hui, c'est pas forcément la même chose, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de toi un citoyen? T'as 18 ans. T'es né,
bouffer des hamburgers et à 18 ans on te donne une carte de vote. Moi je trouve que c'est pas suffisant. Enfin voilà, vous en avez sûrement déjà discuté. Mais tout ça, ça doit être discuté et je crois que ce serait génial un jour d'amener un petit livre simple, le plus simple c'est le mieux, que tu donnes aux gens en disant quoi qu'il arrive, voilà le mécanisme qui vous permet d'ensuite définir ce que vous voulez, parce que voilà, nul n'est là pour imposer sa volonté aux autres, mais le mécanisme qui marche, ça c'est précieux parce que le mécanisme d'aujourd'hui ne marche plus, s'il a jamais marché. Tu vois ce que le mécanisme constituant auquel je pense, j'aurais du mal à en donner un mode opératoire certain et testé, puisqu'on ne l'a encore jamais testé. Ouais, on n'a encore jamais eu d'assemblée constituante populaire. En tout cas, je trouve que le travail. Peut-être qu'il faut aller voir les expériences au Venezuela. Je sais que le peuple a participé à l'écriture de la Constitution au Venezuela. Il s'est armé. Mais je ne sais pas dans quelle proportion. Je crois qu'il me semble que c'est pas qu'ils n'ont pas écrit tout seuls leur constitution, ça a été combiné avec l'Assemblée constituante. Mais il faudrait voir quel est le dosage qu'ils ont utilisé. En tout cas, certainement, je trouve le travail que tu fais qui est par définition un travail qui est toujours inachevé, mais qui est une quête de ce mécanisme qui fonctionne, et notamment par la démocratie, la vraie démocratie. Moi je trouve que ce truc du tirage au sort, c'est super intéressant. Je crois que cette quête, elle est fondamentale, parce qu'on n'y arrivera jamais. Je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, ça me paraît un mécanisme qui amène une certaine... Parce que dans tout système, tout système fonctionne parce que les gens le perçoivent, à tort ou à raison, mais le perçoivent comme juste. Ensuite, je veux dire, les Chinois aujourd'hui, ils peuvent, comme tu sais, on avait commencé à discuter avec cet ami russe qui considérait qu'elle trouvait que la Russie sous Poutine était plus libre que la Norvège social-démocrate. À la fin, j'en sais rien, objectivement, mais subjectivement, c'est son avis. Donc, dans son point de vue, sa notion subjective de justice, elle lui porte à faire ce jugement. Je ne sais pas s'il est vrai, ça m'étonne. Mais c'est intéressant. Et tout ça pour dire qu'effectivement, c'est la notion de justice perçue qui est absolument mobile. Et elle est intéressante. Donc un mécanisme qui peut amener les plus grandes chances possibles de percevoir une justice me plaît, certainement. Moi qui suis profondément démocrate et qui aime la liberté, c'est parce que la démocratie et la liberté me semblent un bon système, mais vraie démocratie, hein. Faut la mettre entre, pas la démocratie qu'on a aujourd'hui avec les guillemets, j'aime bien ton idée des guillemets inversés. Moi je l'ai mis en pratique sur mon blog. Ouais, je ne sais pas encore le faire. Tous les mots novlangues. Voilà. Ouais. Je vous remercie. Et que cette perception de justice, ça c'est clé, parce qu'après tout, il y a des gens qui se complaisent dans des systèmes qui peut-être ne me plairaient pas, mais ils trouvent que c'est juste, ils trouvent que ça sert un peu leur intérêt, etc. Mais le souci, c'est que c'est souvent, effectivement, des classes très très riches ou des gens qui ont des immenses avantages dans un système qui le trouvent bien. Et un bon système devrait protéger l'immense majorité des gens, y compris les non-citoyens. C'est-à-dire que même, voilà, y compris ce que les Grecs appelaient métèques ou les non-citoyens. Et je pense qu'ils avaient, je sais pas si, leur place dans la cité. Je pense qu'il n'y avait pas de notion péjorative dans le terme, je suis pas sûr. Mais voilà. Ah non, c'était pas péjoratif, c'était même souvent les plus riches, les métèques étaient souvent très riches. C'était des commerçants. C'était des gens que les Athéniens faisaient venir de l'extérieur. Bon, et ils savaient qu'ils allaient pouvoir faire leur business, qu'ils ne seraient pas citoyens, mais qu'ils feraient leurs affaires. Et ils vivaient beaucoup mieux en Grèce que dans leur pays d'origine en général. Ils avaient plus d'esclaves que les autres, ils vivaient bien. Mais ils n'avaient pas de droit politique. Et nous, on en a beaucoup des esclaves, hein, parce que entre les esclaves mécaniques, 200 ou 300, c'est Jean Covici qui parlait dans une conférence récente, disait qu'on estime qu'on a entre 300 et 600 esclaves, équivalent esclaves par personne dans le monde occidental, grâce à l'énergie pétrole notamment. C'est gigantesque, donc le jour où il n'y a plus de pétrole, on va vraiment souffrir. Mais ça sera tant mieux. Ouais. En même temps, on a perdu 30-60 ans d'énergie, de capital et d'efforts
pour faire du métro boulot dodo et acheter de la merde, quoi. Donc on a gaspillé une ressource gratuite, le pétrole, énorme, gigantesque, pour faire de la saloperie. Et pour juste se reproduire comme des lapins pour rien faire, quoi. Et c'est extrêmement enfantin et irresponsable, notre monde. Et ça, c'est les esclaves mécaniques. Mais la réalité, c'est que nous vivons aussi, de la manière dont on vit, sur un sort horrible d'esclavage et la mort de millions de gens à travers le monde qui transportent, fabriquent... la marchandisation des individus. À des salaires, et surtout, parce que le salaire, c'est très... ça peut se discuter, c'est très... là aussi, c'est mobile. Mais surtout dans les conditions de vie et de travail absolument abominables. Tout ça pour nous amener une vie qui ne nous rend pas heureux, qui est... on mange de plus en plus de la merde, on ne sait même plus ce qu'on mange. Enfin bref, la mort et l'esclavage, on parlait des végétariens encore tout à l'heure, c'est bien beau d'être végétarien, mais si le mode de vie ensuite, il vit aussi sur l'esclavage de Chinois, d'Africains et d'Indiens à travers le monde, et de plus en plus d'Européens, l'esclavage d'Européens aussi, parce que l'oligarchie, elle s'en fout de qui tu... Là, il y a au moins, elle a une qualité, l'oligarchie, c'est qu'elle n'est pas raciste. Elle s'en fout. Je veux dire, elle voit... Je trouve qu'elle est ultra raciste. Je pense qu'elle est ultra raciste. Je trouve que les riches font preuve d'un racisme social. Ah, voilà. Social, oui. Ah oui, mais c'est du racisme, c'est-à-dire qu'ils considèrent vraiment les non-riches comme rien. Non, mais c'est racisme. À mon avis, quand tu enfermes quelqu'un dans une prétendue nature, c'est-à-dire que quand tu dis, par exemple, quand les antifas disent de moi que je suis un fasciste, ils m'enferment dans ce qu'ils en ont perçu, et quand ils traitent quelqu'un de fasciste, quand ils disent celui-là c'est un fasciste, ils l'enferment dans son passé. Et c'est précisément raciste, je trouve. Et quand les riches considèrent que les riches sont élus et sont pointés par le doigt de Dieu, par le fait d'être riches, montrent leur qualité, et que donc tous les autres sont le contraire, ne sont pas les élus. Ils naturalisent leurs privilèges, et c'est, à mon avis, très profondément raciste. Ouais, donc un racisme sans race, une sorte de... Oui. C'est de la classe sociale. Mais c'est raciste au sens large, mais c'est un sens tout à fait cohérent. Ce qui nous pose problème dans le racisme, c'est l'injustice d'une condition inférieure dont personne ne peut sortir, qui n'a pas de fondement réel. Tu retrouves ça dans plein d'autres situations que les races au sens étroit du terme. Alors, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. C'est sûr, parce que l'aspect racial n'est plus important. Un antiracisme conséquent nous conduirait à rejeter l'accusation. Non, faut pas. Dans toute révolution, il faut que ça tombe. Je crois pas ça. Je crois pas ça du tout. Non, à mon avis, c'est pas mon boulot en tout cas. Ne comptez pas sur moi. À mon avis, les gens qui sont les affreux d'aujourd'hui ne le sont pas par nature. Et si je pensais qu'il était par nature au point de leur couper la tête, je serais raciste. Mais précisément, je pense que ces gens-là peuvent changer. Et c'est les conditions. Bien sûr. Je pense qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas de limites. Et quand tu n'as pas de limites, tu deviens dingue. Donc ils sont dingues, mais ça se soigne, il suffit de remettre des limites et puis ils vont devenir normaux. Quelqu'un qui est riche aujourd'hui et qui est capable de martyriser une population entière d'un pays dans lequel il se goinfre, celui-là, si tu le rends à nouveau pauvre en quelques années, il redeviendra solidaire comme tout le monde. Ouais, comme on disait, du moment qu'ils vont réaliser qu'ils ont besoin les uns des autres. Donc il faut pas, quand on le tue en disant c'est un ennemi à vie, ça veut dire par nature, on est raciste. Ouais. Et c'est idiot, je pense que le racisme c'est toujours une erreur. Même les racistes peuvent changer d'avis, donc je veux dire, il faut leur parler quoi. Il faut parler aux gens, il faut parler pour les changer. Oui, s'il vous plaît. Un point qui m'intéresse, si je peux avoir votre avis, Étienne, la peine de mort. Pour ou contre? La peine de mort, c'est une contre. Je pense contre pour plein de raisons, mais la première étant qu'une barbarie n'en justifie pas une autre. En devenant soi-même barbare en réponse à une barbarie, on perd toute légitimité. On devient soi-même barbare, voilà, et c'est une catastrophe. C'est un cercle vicieux, ça n'en finira pas. Et en plus, il y a d'autres raisons, c'est que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que là, c'est absolument pas dissuasif. Le gars qui est criminel, il pense absolument pas à la sanction, quelle qu'elle soit, quand il fait son crime. Quand il y avait la peine de mort, sur la dissuasion.
voilà. Mais si tu veux, en même temps, celui qui est pour la peine de mort, j'en fais pas un diable. Toujours pareil, c'est pas je suis pas raciste. Je suis pas raciste, c'est-à-dire que il y a un débat à avoir, une discussion à avoir. Je pense que raisonnablement, après un bon débat, on en sera tous rendus à dire qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas la peine de mort. Il me semble que nous arriverons à ça, mais je me refuse à traiter de fasciste, par exemple, c'est quelqu'un, ou d'un terme définitif, quelqu'un qui serait pour la peine de mort. C'est une opinion, ça peut changer, il faut en discuter. Et après, mettre des étiquettes, ça emprisonne les gens dans leur passé, comme s'ils n'allaient pas changer d'avis. C'est déraisonnable. Rien n'est irrécupérable. Personne n'est irrécupérable, évidemment. Et le pari de la démocratie, c'est justement de prendre acte, de la démocratie au sens athénien, c'est de prendre acte de nos imperfections, de savoir qu'on est imparfait, qu'on a tous du bon, du mauvais, qu'on peut tous se tromper, qu'on ne sait pas à l'avance qui va dire une connerie ou va dire quelque chose de très important pour la cité. Et comme on ne sait pas à l'avance, on laisse tout le monde parler. Et c'est très important, parler pendant que tout le monde se tait. Tous ceux qui veulent parler à l'Assemblée, l'Assemblée se tait, il y a des tirés au sort qui font la discipline pour être sûr que, parce qu'il y en a un qui parle, on le sort. Le temps de parole. Et pendant que quelqu'un parle, tout le monde écoute, et toutes les opinions, y compris les plus contraires à la doxa, à la pensée dominante, sont admises et respectées et présupposées utiles à l'avance. C'est-à-dire que l'a priori, il est le gars qui va parler à quelque chose d'intéressant à me dire. Ça peut amener un débat. Même s'il a dit des conneries avant. Il peut dire avoir 15. C'est totalement antipartisan. C'est-à-dire que vraiment, l'organisation de la pensée démocratique, elle est aux antipodes de l'esprit partisan. Il n'y avait pas de parti à Athènes, évidemment. Ouais. Pas de parti. Et parce qu'il n'y en avait pas besoin. Les partis divisent déjà. Les partis divisent en eux-mêmes. Exactement, les partis nous condamnent nous empêchent de fraterniser. Les partis nous condamnent à la discorde. Les partis, ils organisent une espèce de guerre politique permanente dont les partis ont besoin. Ils ont besoin de cette guerre pour survivre. C'est leur raison d'être. Je ne parle pas des partisans là, je ne parle pas des hommes dans les partis. Mais l'organisation, donc c'est abstrait ça, l'organisation du parti, elle a besoin de la guerre politique pour survivre. Et elle ne peut pas fraterniser avec un autre parti. Si un parti se met à fraterniser avec un autre, il y a une fusion et il disparaît dans son être. Comme le PC. Tout le conduit à le refuser. Donc ça nous condamne à la discorde. C'est une mauvaise idée, les partis. Mais ça vient de l'élection. On n'a pas besoin de partis pour faire de la politique. Chaque humain peut très bien participer à la politique sans parti. Mais ce sont les élections avec la compétition électorale complètement truquée. Savoir d'où viennent les fonds aussi, parce qu'une campagne coûte de l'argent, il faut savoir d'où ça vient. Indépendamment de ça, même si nous avions réglé le problème du financement et des médias qui précèdent et qui truquent les résultats, sondage, même comme ça, s'il y avait des élections, il y aurait forcément des partis, parce qu'en se groupant, on va avoir de meilleurs résultats que si on n'est pas groupé. Donc c'est l'élection de maître qui nous conduit au parti. Dans une vraie démocratie, avec une assemblée où tous les citoyens votent leurs lois, nous n'aurions pas de parti parce que nous n'en aurions pas besoin. Non, mais je suis d'accord. Et en plus là, ce qui je trouve super intéressant dans le fait de te rencontrer, comme je disais tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup de gens qui travaillent, chacun dans leur domaine, à apporter une petite pierre à l'édifice de ce que on espère, on va pouvoir réussir à changer pour évidemment un monde meilleur. On a le droit d'être utopiste, même si moi je suis plutôt sceptique dans notre capacité d'y arriver sans un effondrement majeur. Mais c'est mon avis. On part du pire quand même, on peut plus se voiler la face, on part du pire. Là je pense qu'on voit les résultats gros comme une maison, que c'est en train de... Et chaque mois qui avance avec son lot de licenciements, une crise sociale qui va augmenter, ici et ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire que dans le tiers-monde, on parle toujours de la croissance du Brésil et tout. Il faut voir aussi comment elle se fait, cette croissance. Voilà. La croissance, c'est un agrégat, mais ensuite, comment unitaire, parce que si d'un coup, quelqu'un devient très très riche parce qu'il a réussi à monopoliser, l'homme le plus riche du monde, c'est un Mexicain. Ah putain, le Mexique, ça passe super bien. Hein. Mais il y a des très riches qui sont en train de naître au Mexique du fait de la libéralisation, de la même manière qu'il y a eu des très très riches en Russes qui se sont appropriés de tous les organes industriels qui appartenaient à l'État, enfin qui appartenaient normalement au peuple à l'époque, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant de voir avec des gens comme Étienne, comme d'autres, etc., c'est
Là, par exemple, tu as parlé de peine de mort, donc c'est déjà, par exemple, c'est un sujet sur lequel j'ai un désaccord, mais c'est pas grave. Si on se chamaille sur des conséquences, on reproduit les mêmes erreurs. Ben déjà, on va se chamailler, déjà, on va pas réfléchir, déjà, on va se braquer sur des conneries. Ce qui est important, c'est de comprendre les causes des causes. Ça, je trouve qu'Étienne, il a mis le doigt. Ce terme de comprendre les causes des causes, il est fondamental. Et peut-être, si on est suffisamment humble et qu'on n'est pas dans l'ego, ce qui me semble ne pas être notre cas d'ailleurs, en l'occurrence, mais dans d'autres aussi, de travailler sur ce qui nous rejoint, sur ce qui nous permet, en tant qu'être humain, en tant que personne avec intelligence, avec savoir-vivre, de réfléchir sur, ok, ça on n'est pas d'accord, on verra plus tard, mais effectivement, ces points fondamentaux, parce que si on est d'accord sur des détails, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est d'accord sur les fondamentales. Sur ce point qui est le mécanisme qui nous permettra soit de changer, soit de reconstruire d'une manière saine, qui fonctionne. Ne serait-ce que ce qui fonctionne, mais là ça fonctionne plus. Qui fonctionne pour donner de la justice, qui fonctionne pour donner les gens aient le temps de vivre leur vie. Je sais pas, peut-être pas de l'égalité, mais en tout cas, la justice, c'est fondamental, que les gens acceptent sans avoir besoin de les arroser de matériel sans arrêt, de matérialisme sans arrêt, d'objets de transfert d'un manque. Non, on doit se sentir. Au lieu d'étreindre vos téléphones, voitures, étreignez vos femmes et vos enfants. Déjà, nos potagers, nos amis, la bonne nourriture, la compagnie, les bons moments, savoir apprécier. Regarde là, on a fait 1h30 à un restaurant, on n'a pas eu de coup de fil, on n'a pas été... Je veux dire, c'est ça aussi, de savoir prendre le temps de ça. Bon, ça, c'est une manière d'être. Discuter avec les gens plutôt qu'avec des boîtes. Mais d'aller chercher les plus petits communs dénominateurs fondamentaux. Et ensuite de construire là-dessus. Parce que moi j'accepte très bien, d'ailleurs, de fait, j'accepte de vivre dans une société où il n'y a pas de peine de mort. Sinon je m'exilerais en Chine ou en Iran. Donc je l'accepte, même si au fond de moi-même... À quoi elle sert dans ton esprit, à quoi elle sert la peine de mort? Longue discussion, mais on en a discuté. Ah oui, ça sert à rien, puis c'est dégradant. Quand tu tues quelqu'un, tu as l'impression d'être toi-même... abaissé. Oui, c'est très laid comme geste. Alors oui, et je pense que d'ailleurs, je devrais moi-même me soumettre à ma propre idée, c'est-à-dire de dire que je pense que quelqu'un qui est pour la peine de mort, il devrait accepter d'être le bourreau. Chose qui... Parce que sinon c'est facile de dire je suis pour la peine de mort, mais c'est pas moi qui fais le boulot. Non. Si tu es pour la peine de mort, il faudrait que tu sois volontaire. Et tu es prêt à faire ça alors? De fait, dans notre société, c'est pas possible, puisque tu ne peux pas être beau, puisqu'il n'y a pas de peine de mort. Mais c'est vrai que c'est une question... Déjà, tu arrives à tuer un animal... C'est une question... Alors, un animal, oui, j'ai déjà fait. Mais maintenant j'ai été éduqué sur une ferme avec ma grand-mère. Tuer un lapin, je sais faire. Je savais faire quand j'étais gamin. Donc, la question se pose. Et donc, c'est vrai qu'il faut toujours... Moi, j'ai beaucoup de méfiance sur l'intellectualisme intellectuel pur. C'est-à-dire que l'intellectuel doit se baser sur la réalité. Donc quand je dis intellectuellement, moi je suis pour la peine de mort, mais je l'ai déjà expliqué dans une vidéo assez longue, etc. Mais je devrais la nuancer en disant, donc à ce moment-là, il faudrait que j'accepte d'être un bourreau dans cette hypothèse, et est-ce que je suis capable, etc. Mais ensuite, pour répondre à ta question, à quoi ça sert? Là, c'est l'approche philosophique de base, c'est là où le désaccord il peut être là, c'est-à-dire que moi je pense qu'au contraire, il y a un effet dissuasif, mais c'est une conviction. Donc ça, est-ce qu'ensuite empiriquement elle se vérifie? Voilà, mais non, mais ça peut se prouver, c'est-à-dire que tu as des données, tu as des faits là-dessus. Tu as des sociétés qui n'ont pas la peine de mort et qui l'instaurent, tu vois les changements, des sociétés qui au contraire ont la peine de mort et la suppriment, et tu as des changements. Tu regardes la criminalité. Si tu observes qu'il n'y a pas de changement, tu as des faits qui devraient te conduire à dire peut-être que intuitivement j'ai l'impression que ça sert à quelque chose, mais de facto, en réalité, si ça ne change rien, c'est pas tout le problème se réduit pas du tout à est-ce que ça sert à quelque chose, hein. Mais c'est quand même une partie de la décision. Et d'autre part, il y a un troisième élément qui me paraît vraiment gravissime, c'est super important, c'est, comme tu le sais, nous nous trompons
tout le temps, sur tout. Ah oui. Tout le monde se trompe tout le temps sur tout. Donc on va aussi se tromper sur la Quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui est désignation du Et coupable. c'est largement le cas aux États-Unis. Et c'est largement le cas aux peut États-Unis où jamais on être sûr à n'arrête pas de 100%. désigner des coupables qui sont en Absolument. fait jugés à la va-vite et qui sont... Absolument. Et alors, quand tu te trompes, attends, mais là tu reviens Vaut par mieux rien, tu peux être- retirer la vie, tu peux pas la rendre. Non, mais Comme attends, dit mais le ça, proverbe, il vaut mieux 100 coupables dans la nature qu'un innocent en tôle. mais rien que ça, c'est rédhibitoire, non? Non, mais je suis complètement d'accord sur ça. Mais quand j'expliquais la peine de mort dans une vidéo assez longue, j'admets que c'est une conviction, mais j'admets qu'elle est culturellement inapplicable dans nos pays, et ça me va aussi, hein, parce que, encore une fois, à la limite, je me cache derrière le fait de « oh, ça me fait chier d'être bourreau », donc ça me va aussi de ne pas l'avoir. Mais ce que tu as donné comme argument est tout à fait juste, et d'ailleurs, et encore une fois, ça fait partie de ces éléments, c'est que moi j'ai cette conviction profonde que c'est dissuasif. Alors ça peut se discuter, j'admets que ça peut se discuter, et je l'admets d'autant plus volontiers qu'il y aurait des faits empiriques qui montrent que dans certaines situations c'est contre-productif, je l'admets. Le point que je voulais faire, et c'est pour ça que j'ai rebondi là-dessus, ce n'est pas pour la polémique, mais c'est pour montrer que voilà, il peut y avoir des points auxquels nous pouvons être profondément en désaccord. Moi, il y a une chose sur laquelle je suis en revanche absolument convaincu, c'est que c'est pas parce que je pense que c'est bien ou pas bien, que ce serait utile ou pas utile, que ça doit être fait ou pas. Je pense que c'est fondamental que ce soit quelque chose qui soit apporté, non pas parce qu'un homme politique décide que, mais c'est parce que c'est quelque chose qui, à terme, dans un processus de constituante et de création d'un système politique de gestion de la cité qui fonctionne, ce soit, oui ou non, accepté comme étant quelque chose de bien et de juste. Par le peuple lui-même. Par le peuple lui-même. Et ça, c'est quelque chose auquel je me soumets immédiatement, de la même manière que je me soumets aujourd'hui du fait que je vis dans un pays, en Suisse, où culturellement, depuis 60 ans, il n'y a pas de peine de mort. Et c'est très bien, et c'est comme ça. Moi, alors j'ai un petit désaccord, mais ce qui est intéressant dans la démocratie pour peu qu'elle fonctionne correctement, c'est qu'on se soumet parce que la décision collective, elle est par définition prise avec sagesse. Et évidemment, je pense que là on est d'accord, c'est que dans le système dans le système actuel, nous ne sommes plus dans une vraie démocratie. Le mot a été vidé de sa substance, et que donc, même la discussion d'un point de loi qui est certes philosophiquement très important comme la peine de mort, devient totalement inutile et devient à la limite un attrape-nigo et un miroir aux alouettes, parce qu'on va jeter en pâture à l'opinion publique et au débat public des trucs qui de toute façon n'ont aucune chance d'arriver, ou qui n'ont aucune importance, ou qui sont effectivement des miroirs aux alouettes, l'épouvantail, je cherchais le mot, alors qu'en réalité, les vraies lois scélérates qui se font derrière, sur le fait qu'on te donne à bouffer des trucs, on t'empêche d'utiliser des graines biologiques, on t'empêche d'être propriétaire de ta capacité à produire des fruits et des légumes sur un terrain. On paye l'air. De payer l'air, le vrai esclavage, il se met en place. Et voilà, mais c'est tout. Maintenant, moi je suis très heureux de vivre dans un pays où il n'y a pas de peine de mort. Hein. Voilà, maintenant, c'est un exemple toujours intéressant. Pour voir le bon côté, on peut tuer des gens. Parce qu'il crée. Mais je ne suis pas malthusien, mais je ne souhaite pas. C'est pas parce que je dis qu'on est beaucoup dans le monde qu'on est trop. Et c'est pas parce qu'on serait trop qu'il faudrait réduire. Attends, moi, les mecs qui comprennent ça de mes bouquins, ils n'ont rien compris. Je parle de faits. On est 7 milliards, on sera bientôt 8. Je parle de faits. On aura de plus en plus de difficultés à fournir la nourriture, etc. Je dis pas que c'est trop. Je dis... C'est comme ça. C'est comme ça. C'est tout. Je dis pas qu'il faut... si j'aime la liberté, je vais pas commencer à mettre des lois où il faut avoir un enfant par couple. Voilà, ce serait un non-sens. Les Chinois ont fait ce qu'ils ont pensé. Ce que le parti a pensé être bon de faire. Ils ont leur culture, ils ont leur truc, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je respecte ce qu'ils font, c'est leur truc. Moi, chez moi, j'ai envie de faire un truc. Ce que j'aime pas, c'est qu'ensuite, chez moi, on aille en Chine fabriquer des trucs pour me vendre de la merde en utilisant le travailleur chinois comme esclave.
j'essaye d'éviter d'acheter des trucs chinois. Pour ça, mais voilà, donc les jouets de Noël, je les fabrique moi-même maintenant. C'est bien ça. J'essaye parce que trouver un jouet pour gamin pas fabriqué en Chine. Donc voilà, mais le sujet de la peine de mort est toujours intéressant à amener parce qu'il me permet d'arriver à cette conclusion de dire regarde, c'est pas si important que ça à ce moment-là de la discussion. Dans 20 ans, quand on va reconstruire une nouvelle démocratie, on pourra batailler dans un parlement en disant ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et puis peut-être qu'il n'y en aurait plus besoin parce que voilà, on aura réduit la nécessité des gens d'agir avec leurs plus mauvaises pulsions meurtrières et scélérates. Peut-être, mais ce serait ça le truc à réduire. Mais voilà, mais c'est toujours un sujet. Et tu es bien perfide d'amener la discussion là-dessus, mais après tout, tu as bien fait, parce que justement c'est l'exemple où des gens peuvent s'étriper sur des sujets qui de toute façon n'ont aucune incidence aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune chance que ça soit remis en place, parce que voilà. Mais bon, et ça sert à rien non plus d'en discuter. Moi j'entends très très bien les arguments d'Étienne. J'ai pas réfléchi comme ça à ressortir les arguments que j'avais sortis dans mon autre, c'est une longue démonstration, mais en même temps, il se trouve très bien que ce soit Étienne qui ait parfaitement raison et moi complètement tort, il n'y a aucun souci, peut-être. La démocratie a été vidée de son sens. À mon avis, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est plutôt on a les voleurs de pouvoir, ceux qui ont pris le pouvoir en 89, dans la période. Ça savait très bien que ce n'était pas une démocratie. D'ailleurs, ils ont fait attention à ce qu'on n'appelle même pas démocratie, parce que la démocratie était un régime qui leur était haïssable, insupportable. Et c'est plus tard qu'ils ont pris le mot démocratie à contresens. Ils ne l'ont pas vidé de son sens, ils l'ont pris à contresens. C'est-à-dire qu'ils ont appelé démocratie son contraire. Ils ont appelé un régime dans lequel le peuple n'a aucun pouvoir du nom du régime dans lequel le peuple a tout le pouvoir. Donc ils l'ont appelé à contresens, pas vidé de son sens. Est-ce que tu as observé ça de la même manière dans la révolution anglaise de 1648, sauf erreur, et même dans la constitution américaine où il y avait une sorte de... Parce que eux aussi se définissent une république, ils ne se définissent pas une démocratie. L'Amérique, dans sa constitution, c'est même pas une république non plus. Alors attention. La république aussi est à contresens. Parce que c'est les trois modèles, hein. C'est le modèle. Oui, mais attention que. Dans les modèles occidentaux, il y a l'anglais, l'américain et le français. Mais ils ont tous, ils viennent tous d'où? Du modèle corse de Paoli. Et c'est Rousseau qui a écrit justement la constitution de la Corse sur demande de Pascal Paoli et qui a inspiré après la constitution américaine. Le premier droit de l'homme et la première constitution, c'est la constitution corse. On en revient à la Corse. De Rousseau, qui en a fait une autre pour la Pologne. Le travail constituant de Rousseau est passionnant, mais les trois modèles dont tu parles ont tous les trois la représentation en commun et donc l'expropriation du politique, du peuple, du politique. Le peuple se fait voler la politique par ses représentants dans ces trois régimes. Et dans les trois, on n'a pas de démocratie. Et on n'a même pas de république. C'est les arguties du scutaillerie, savoir si c'est république, démocratie. La république, ça devrait être la chose publique, et elle est en fait, toutes les républiques sont des privées. Les républiques, elles appartiennent aux riches dans les trois systèmes, parce que l'élection donne le pouvoir à celui qui sera le plus vu. Pour être élu, il faudra être vu, et pour être vu à grande échelle, il faut de l'argent. Et donc, qui a les moyens de faire voir? Mais même avant qu'il y ait les médias, même en 1789, déjà, le curé, les notables conduisaient les pauvres gens à voter pour le notable du coin. Et donc, depuis le début, ils savent que les gens vont voter pour qui on leur dira de voter. Et donc, c'est une plutocratie au départ, c'est le régime des riches. Les gens sont des moutons comme les autres. C'est pas une démocratie vidée de son sens, ça n'a jamais été une démocratie. Et il y a juste l'étiquette fallacieuse démocratie qui a été collée sur un régime plutocratique depuis le départ. Mais parce que le processus constituant qui a conduit à l'écriture des règles était vicié au départ. C'est-à-dire que c'était des parlementaires qui écrivaient les règles. Alors je pense bien qu'ils n'allaient pas écrire une démocratie. Jamais, des parlementaires n'écriront jamais une démocratie. Jamais. Les rares démocraties dans l'histoire, c'est vraiment... C'est soit des accidents, alors quels ont été les... moi j'ai ma théorie sur les Grecs, mais toi tu as étudié plus. Tribal, c'est quoi C'est tribal, C'est tribal. Les Indiens d'Amérique étaient en démocratie. Les Iroquois, toute la fédération iroquoise, là, ils décidaient tout. En Afrique, toutes les palabres, là, ultra démocratiques, ils prennent les décisions ensemble en discutant. Il y a plein d'exemples de démocratie, mais à toute petite échelle, mais un peu partout sur Terre.
les humains savent très bien prendre le temps de discuter avant de prendre des décisions, mais c'est à petite échelle. Et ça marche jusqu'à ce qu'il y ait un voleur de pouvoir qui s'installe et qui, après ça, s'autonomise. Hein, ils s'émancipent de tout contrôle. C'est toujours la même procédure. Les pouvoirs s'autonomisent. Et donc, nos institutions devraient nous protéger durablement contre les voleurs de pouvoir. C'est ça l'enjeu, quoi. Est-ce que nous sommes capables de muter, de nous transformer, de devenir constituants? Devenir constituant, ça veut dire être capable de penser au prochain voleur de pouvoir et avant même de savoir qui c'est, on verra qui c'est, peu importe qui ce sera, mais avant même, tous les rouages qui servent à leur résister ont été prévus par nous et sont défendus par nous, les armes à la main. Il faut qu'on soit capable d'écrire notre constitution et de la défendre, de la faire vivre. Donc il faut qu'on mute, quoi. Et ce n'est pas les élus qui vont nous aider à muter. Les élus ne veulent pas la démocratie. Donc il peut y avoir des gens bien là-dedans. Hein. J'en veux pas aux élus parce qu'ils sont élus. Là encore, je ne suis pas raciste. Hein. Mais je pense qu'à cause du conflit d'intérêts, les élus ne veulent pas la démocratie qui les mettrait au chômage politique. Donc il faut que ce soit nous qui, si on veut muter, devenir constituant, écrire notre contrat social, il faut que nous nous passions le mot entre nous. Il faut qu'on se... Mais et après, est-ce que tu... C'est l'éducation populaire, quoi. Il faut que le peuple forme le peuple à la base, et que les cellules de chenilles se mettent d'un seul coup à... Maintenant, ça existe, il faut qu'on devienne du papillon. Universités populaires ici en France. Oui, bien sûr. C'est vachement bien. Ça a la valeur de ce qu'on y met, hein. Ouais. Mais les universités populaires de Onfray sont passionnantes. Enfin, moi, je trouve littéralement passionnantes. Je les écoute pas seulement, je les annote, je les écris, je les réécoute, je les travaille, je vais lire les bouquins des différentes biblios chaque année. Tu en es à combien de livres sur ton chevet à lire en retard? Ah, j'en ai 2000 en route. J'en ai 713 actifs en route. Mais mais c'est pas grave. C'est pas du tout. Je sais pas. C'est très très bien que le même livre, j'y revienne tout le temps. Ouais. C'est beaucoup mieux que d'avoir fini un livre et plus jamais y revenir. J'ai découvert que Montaigne lisait comme ça, qu'il avait fini aucun livre, qu'il les avait tous commencés, et il appelait ça. C'est Michel qui en parle, Michel Onfray qui en parle. Il parle du pilotage des essais, parce qu'en fait, dans les essais de Montaigne explique qu'il fait des pillages, des pilotages, des petits pillages, c'est-à-dire qu'il retrouve ses chéris, ses grands auteurs passés, et il va se baigner dans la pensée d'un tel ou d'un autre, et puis il y prend le meilleur, et il citait énormément les gens, et donc il en prend des, comme je fais moi dans ma page en vrac, je me retrouve beaucoup, mais comme plein de gens dans Montaigne. Ce qui est formidable avec Montaigne, c'est qu'on nous tous, nous y retrouvons beaucoup. La sincérité de son travail d'auto-observation nous sert énormément à voir en nous-mêmes des choses qu'on n'y avait pas pensé. Et c'est très éclairant, c'est très utile. La traduction de Lanly, elles ne sont pas toutes... Montaigne est illisible quand il est dans le texte d'origine, mais dans sa traduction de Lanly en français moderne, c'est épatant. C'est un grand bouquin. Incompréhensible sans ça, mais traduit en français, c'est limpide et très très utile. Là, il a un chapitre sur l'art de la conversation, sur la perversion de nos conversations, où en fait progressivement, sans nous en rendre compte, nous cherchons à avoir raison au lieu de... Et nous oublions de chercher le vrai. Nous oublions de chercher le vrai. Nous oublions de remercier celui qui nous montre notre erreur, parce qu'on progresse vers le vrai. Et en fait, ça devient des joutes, nos conversations deviennent des joutes où, pour une question de gloriole et d'honneur, nous cherchons surtout à être celui qui avait raison et raison le premier, qui ne se trompe jamais. Et il en montre la stupidité de façon, c'est magistral. Loin de ça le plus possible, je suis complètement d'accord. Et la démonstration de Montaigne est absolument magistrale. Ça se lit, ça se relit. Chapitre 8 du livre 3. Remarquable. Et moi je suis dans René Guénon là, et est-ce que une des perversions, c'est un orientaliste donc qui s'inspire beaucoup des philosophies de l'Orient. Et donc je suis dans autorité spirituelle et pouvoir temporel. Comme quoi chaque pouvoir temporel était soumis à une autorité spirituelle, et que même le sacre des rois, ça servait à ça. C'est-à-dire que le roi ne représentait pas son peuple, il n'était pas le élu de Dieu, tant qu'il n'était pas sacré. Voilà. Et il avait aussi une éducation en fonction de cette spiritualité,
Et donc, au nom de la laïcité, on a perdu ça en plus. Parce que normalement, n'importe quel pouvoir temporel se soumet à une autorité spirituelle, donc qui sont les brahmanes en Inde, qui devraient être la chrétienté ou le Vatican. Mais bon, vu ce que c'est devenu, c'est sûr que c'est devenu n'importe quoi et c'est une spiritualité de cuisine par rapport à la spiritualité orientale dont il parle. Mais tout pouvoir temporel avait des comptes à rendre. Oui, mais la laïcité en permanence, n'emporte dans pas ce cadre. avec elle l'irresponsabilité. Moi, je me sens profondément laïque en ce sens que, comme je veux être libre de mes pensées, je veux m'affranchir, pas des oui, croyances... mais on renonce à la morale au bout d'un certain moment. Non, pas moment. du tout, je renonce pas aux du valeurs. tout, mais pas du tout. Il n'y a pas de renoncement aux valeurs avec la laïcité. Mais comment? Mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise-là? Pas du tout, mais absolument pas. Il y a des valeurs laïques, mais évidemment, il y a des valeurs... Orwell, avec la Common Decency, reprend des valeurs qu'on retrouve dans la plupart des religions, des valeurs de tolérance, de gentillesse, de fair play, de pardon, de partage, de solidarité. Toutes ces valeurs, on peut très bien les retrouver de façon laïque. L'intérêt de la laïcité, de mon point de vue, c'est de nous protéger, pas contre les croyances, les gens croient bien ce qu'ils veulent. C'est pas du tout ça. Ça nous protège, la laïcité, contre les croyants fanatiques, ceux qui veulent qu'on croie comme eux. Et la laïcité, elle nous protège. Ça aussi, c'est emprisonner les gens dans un terme. Fanatique, non. Qui est fanatique? Non, mais fanatique, c'est celui qui veut que je croie comme lui. Ah, oui. Voilà. Et ben, la laïcité, elle me protège contre ça. Et ben, c'est bien ça quand même. Pas. Et je n'impose rien à personne. La laïcité vécue comme ça, elle n'impose rien à personne. Elle protège les gens contre ceux qui veulent tout décider à la place des autres en matière de religion. Je trouve ça tout à fait plus que défendable. C'est bien la laïcité. Alors, on lui met sur le dos, si j'ai bien compris, la perte de spiritualité. C'est à mon avis tout à fait excessif parce qu'on peut continuer à avoir une spiritualité, avoir un développement intellectuel avec éventuellement, avec éventuellement des transcendances qui sont chacun les siennes. Chacun les siennes. Mais les gens ne voient plus tout ça. Alors que en allant à la messe le dimanche, peut-être qu'ils le voyaient. Non, mais la messe de dimanche, c'est une caricature. Moi, je ne suis pas du tout pour la messe de dimanche. Ah non, désolé, non plus, mais peut-être que ça pouvait donner une certaine idée de spiritualité à des gens qui n'en auraient pas eu accès. La messe de accès. Dimanche, c'est pas la spiritualité. Ah oui, non, ça a été galvaudé, bien sûr. Mais c'est plus que galvaudé, c'est terrifiant. Moi, je vois ces gens qui répètent. T'as le prêtre qui dit un truc et t'as les autres qui récitent par cœur, en chœur, comme des... bourrage de crâne. Mais c'est plus que du bourrage de crâne, c'est du conditionnement intégral. Ça me terrifie, ça. Moi, je trouve ça terrifiant. Quand j'entends... bien les sirènes à Marseille. J'ai remarqué ça aujourd'hui. Quand j'entends une messe, et j'étais à la messe quand j'étais petit, bien sûr, moi j'ai fait tout le cursus catholique, je l'ai suivi docilement. Moi non. Et dès que j'ai eu l'âge, je m'en suis affranchi. Mais quand aujourd'hui j'écoute une messe, il y en a tous les dimanches sur France Culture, hein, quand j'entends ça, je dis mais ça fout les jetons, hein. Ça fout les jetons. Je dis, je devrais... C'est quoi cette propagande? J'allais dire, attends d'aller faire un samedi matin le service à une synagogue dans la série Chiant, mais j'ai pas le droit de dire ça en France. Je sais que c'est pas vrai, mais dans la série Casse-couille, moi j'ai été à des synagogues pour des mariages et tout. Putain, c'est 2 fois plus long. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, les religions, ça m'énerve. Ensuite... Il y a des très bonnes choses. Non, je parle de religion, je parle pas de spiritualité. Spiritualité, je trouve que c'est très important. Mais les religions où tu dois suivre un truc, l'église, les machins... Mais ça a fourni un cadre quand même pendant des millénaires. Donc désolé... En empêchant les gens de s'entretuer après. Peut-être que c'était une étape. Peut-être, hein, oui, on peut dire que c'était peut-être une étape. Mais il faut que ce soit relégué au rang de discipline, comme ça n'aurait pas. J'ai absolument... Enfin, peut-être que je me trompe d'ailleurs. Peut-être que la formation chrétienne catholique que j'ai suivie m'a donné ces valeurs et que maintenant je me suis débarrassé du carcan de l'église et que j'ai gardé les valeurs. Il est possible que... Parce que moi j'ai l'impression que moi qui n'ai pas eu ça, je suis plus indulgente avec la religion. Alors que je ne suis jamais allée à l'église, je suis tout juste baptisée, j'ai jamais fait mes communions. Et je pense que je suis plus indulgente avec l'église parce que j'ai pas eu à la subir peut-être. Ouais, mais attends, quand tu vois la confession, c'est du voyeurisme, c'est infect, la confession, c'est indéfendable. Et si tu veux, peut-être que je me rends pas compte de ce que l'éducation religieuse m'a apporté sur mes valeurs, et j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir des valeurs qui sont les miennes comme si j'étais responsable de ces valeurs alors qu'en fait elles m'ont été inculquées comme tout le reste. Peut-être que je suis injuste de ce point de vue-là, mais je trouve que la laïcité et la lecture de gens comme Orwell qui sont fondamentalement gentils
honnête, travailleur, dévoué, quelqu'un comme Orwell, il te conduit à avoir des valeurs humanistes. De réfléchir par soi-même. Et sans avoir besoin du tout de la croyance surnaturelle. Alors peut-être que c'était une étape nécessaire, ces religions et ces églises, mais moi je trouve qu'aujourd'hui la laïcité, c'est ce qui nous protège bien contre les talibans de X ou Y. Moi j'ai pas envie qu'on J'aime bien la définition que tu as de la laïcité, parce qu'au fond c'est un garant de liberté, et c'est un garant de raison pour ceux qui ont envie d'en avoir. Exactement. Mais il y a un point où justement, à mon avis, tout comme le mot démocratie, et tu as bien fait de préciser, je crois que le mot laïcité aussi, il est utilisé. Je ne sais pas si c'est dévoyé, mais en tout cas, aujourd'hui, le système dans lequel on est ne permet pas, ou alors seulement dans certaines limites totalement inoffensives, justement, de remettre en cause quoi que ce soit. Et que il y a des gens qui sont au pouvoir, comme tu dis, moi je suis plus dans l'approche, effectivement, de la plutocratie qui est au pouvoir. J'essaie de comprendre des théories plus liées à une certaine spiritualité de gens qui sont au pouvoir, mais moi je crois que faut pas les chercher trop loin non plus. Je pense que c'est une histoire de fric, mais que ces gens-là utilisent aussi la laïcité pour empêcher toute version de vision du monde différente que la leur. Il y a une condition historique de l'apparition de la laïcité qui m'est de plus en plus sensible. Je suis en train de découvrir, je me trompe peut-être, mais quand je découvre la Bordille qui était Voltaire, et quand je découvre la façon dont il détestait l'Église parce qu'il voulait prendre sa place, et qu'en fait il contestait les superstitions religieuses pour lui et sa classe de riches, mais que par contre il défendait ces superstitions pour les pauvres, pour qu'ils restent obéissants. Quand je découvre ça, je me dis, mais attends, la laïcité, au départ en tout cas, moi je la vis avec quelque chose de positif. J'ai compris quelque chose de positif vraiment et fondamental que je trouve dans la laïcité. Mais c'est tout à fait possible, tu as raison, que la laïcité au départ a été un moyen de se débarrasser de ceux qui avaient le pouvoir à l'époque, qui étaient le clergé, les nobles, les princes, pour que les marchands et les financiers puissent prendre leur place. Pour que les marchands de canons, parce que Voltaire était un marchand de canons, en 1789, je parle de 1789, absolument. Voltaire était un marchand de canons, et il voulait être calife à la place du calife. Et donc sa résistance à la religion lui servait à prendre la place de... Et c'est Guillemin qui nous rappelle que Maurras, dont je connais presque rien, mais je le connais juste par cette phrase dont parle Guillemin, et si j'ai bien compris c'est quelqu'un de droite dure, Maurras qui relisait Candide tous les ans pour y trouver cette phrase qu'il aimait tant, c'est de Voltaire: maintenant la voie est libre. Maintenant la voie est libre. Et Maurras, dixit Guillemin si j'ai bien compris, se jubile de cette victoire qu'a emporté Voltaire sur le clergé, mais comme calife qui prend la place du calife. C'est-à-dire que tu as un maître négrier qui est remplacé par un autre maître négrier, et nous, on n'a rien à gagner à ça, je veux dire. Par contre, la laïcité vue ensuite par nous, reconstruite positivement, elle reste un outil formidable contre les ayatollahs, ou les prêtres, ou les prêtres intégristes de tout poil. Ça reste un bouclier, quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ces discussions, moi ce que j'apprécie beaucoup en regardant tes vidéos, c'est qu'il y a cette humilité intellectuelle qui permet justement de finalement, non pas atténuer la force des propos, parce que les propos ils restent forts, mais justement de fignoler pour éviter justement l'excès ou de confondre, parce que c'est la confusion et les principes. C'est pas de notre bord. On nous accuse de confusion, mais c'est quand même extravagant. C'est des gens qui confondent tout, qui mélangent tout le monde dans le même sac fasciste. Enfin, c'est extravagant. Des gens qui sèment la confusion, qui nous accusent de confusion, c'est le monde à l'envers. C'est vraiment des gens, ils manquent pas de toupet. Inversion des valeurs. Il y a ça, mais c'est aussi parfois simplement un petit peu je pense qu'il y a des manipulateurs, et puis en bas il y a aussi des gens qui sont qui sont jeunes, mais bon voilà, moi j'en veux à personne. De toute façon dans mes montagnes,
Voilà. Mais non, et ce qui est intéressant de remarquer, tu parles de ces confusions, il y a aussi l'approche du complot. Moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est que dans les recherches de beaucoup de gens, finalement, je constate que depuis 2 ou 3 siècles, mais probablement est-ce ainsi depuis toujours dans les sociétés humaines, les gens qui ont le pouvoir, il faut dire le mot, ils intriguent et ils complotent pour accumuler encore plus de pouvoir et le consolider aux dépens de ceux qui sont corvéables à merci, et que on peut appeler ça, et que tous les systèmes, aussi idéalistes soient-ils au début, que ça peut être le communisme, le libéralisme, eh bien, très vite sont pervertis, accumulés. Donc la vigilance du peuple, la vigilance des individus, la vigilance des citoyens, qui aujourd'hui est largement endormie, mais peut-être se réveille-t-elle, elle est fondamentale, et ça c'est un vrai travail du citoyen, de tous, d'essayer de le faire avec nos désaccords, et même ces gens qui visiblement nous cherchent des noises. Il s'appelle Antifa. Moi, je viens pas de ce milieu-là, je comprends rien. Le fascisme est terminé avec Mussolini et le nazisme. Oui, pour moi, le fascisme, c'est la collusion entre enfin, c'est ma définition. Ensuite, peut-être que c'est pas la bonne, mais ma définition de fascisme, c'est la collusion des grands groupes industriels, quels qu'ils soient, des cartels industriels, bancaires, peu importe, avec l'État. Finalement, c'est une sorte de socialisme de riches pour les riches. Tu vois, d'utiliser l'État, de prendre en otage l'État, de le pervertir pour le bien de ceux qui ont déjà énormément de pouvoir à l'utiliser. Pour moi, c'est ça le fascisme. Tu vois, en Italie, le fascisme italien, il est ce qu'il est. Le fascisme soviétique, il a été ce qu'il a été. Le fascisme nazi, il a été ce qu'il a été. Voilà, quand on est, il me semble que quand on est démocrate, comme c'est ton cas, qui aime la liberté, c'est mon cas, moi aussi je me prétends démocrate et ça, c'est tout sauf le fascisme, et certainement, en plus, dans les méthodes de dénigrement, de lettres anonymes et des choses comme ça, elles dévoilent aussi qui est vraiment fasciste ou pas. Mais de toute façon, peu importe, parce qu'il s'agit de... Je ne veux pas lancer de défi, parce qu'après, je vais encore avoir des gens en face de chez moi, puis je vais devoir les accueillir à coups de fusil à pompe, donc ça va pas. Mais je veux pas lancer je ne lance aucun défi, ne venez pas chez moi. Mais à la fin, voilà, ils sont 22, ils sont 3, ils sont coquinés comme ça avec la police. J'ai des preuves, j'ai les flics qui m'en parlent. C'est du n'importe quoi. Donc à la fin, qui est derrière vraiment ? Qui sert le pouvoir ? Bonne question. Ça, c'est très intéressant de voir. Mais bon, voilà. On va couper, j'ai encore plus de batterie. Merci à tous les deux. En tout cas, merci. Merci à vous. C'était génial, comme toujours. Moi, j'aime bien rencontrer plein de gens comme ça.